Alors aujourd'hui, on va faire un petit bond dans le temps. On retourne en 2012 pour aller explorer les idées qui ont vraiment fondé le Bitcoin. Et attention, on ne va pas parler de l'actif spéculatif qu'on connaît, mais bien de l'idée, une idée révolutionnaire à l'époque. Pour ça, on va s'appuyer sur un manifeste assez fascinant de Pierre Noïza. Lui, bien avant toute la folie spéculative, il voyait déjà cette technologie comme un vrai tournant pour la liberté de l'individu. Et franchement, c'est une idée qui n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Voilà. Cette citation, elle capture parfaitement l'esprit des débuts. Le but du jeu, c'était pas de devenir riche en claquant des doigts, non. C'était de se réapproprier un outil absolument essentiel, la monnaie. C'était une vision, on peut le dire, philosophique, même presque politique, bien avant d'être une affaire de gros sous. C'est donc là-dessus qu'on va se concentrer, ce fameux pourquoi. Oublions un peu les gros titres, les cours qui montent et qui descendent, et posons-nous la question de fond. Avant même d'être une solution, le Bitcoin, ça voulait répondre à quel problème au juste? Alors, le point de départ, il est crucial. Faut bien comprendre que le problème, ce n'était pas que l'argent soit numérique. En fait, il l'était déjà et en grande partie. Non, le vrai sujet, le nœud du problème, c'était la structure de contrôle. Tout, absolument tout, passait par des intermédiaires, les banques, qui fonctionnaient un peu comme des boîtes noires. Et ça, bien sûr, ça nous amène directement au cœur de la critique du manifeste. C'est logique, pour vraiment comprendre la solution qu'est le Bitcoin, il faut d'abord bien décortiquer le problème qu'il voulait résoudre. Et ce problème, c'était le système bancaire centralisé lui-même. D'où vient réellement notre argent, hein? C'est une question qui a l'air toute bête comme ça, mais la réponse, selon le manifeste, c'est une sorte de tour de magie. Un tour qu'on ne nous apprend pas vraiment à l'école. Alors comment est-ce que notre monnaie est créée? Pour de vrai. Et le voilà, ce fameux mécanisme. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité assez déconcertante. Quand une banque accorde un prêt, disons de 100 000 euros, elle ne va pas piocher dans un coffre-fort. Non, non. Par un simple jeu d'écriture, elle crédite un compte. L'argent est littéralement créé à cet instant, à partir d'une simple promesse de remboursement. C'est ce qu'on appelle la création monétaire ex nihilo. L'argent est créé à partir de rien, ou plutôt à partir d'une dette. Ce pouvoir de création, il est énorme. Et d'après le manifeste, il est renforcé par 3 grands monopoles. Le premier, c'est celui de la création, on vient juste de le voir. Ensuite, il y a le monopole de la circulation. C'est la seule monnaie qu'on peut utiliser pour payer les impôts, donc on est un peu obligé de s'en servir. Et enfin, le monopole de dépôt. Et celui-là est intéressant. Légalement, quand on dépose de l'argent à la banque, c'est elle qui en devient propriétaire. La conséquence de ce système basé sur la dette, elle est mécanique. Pensez-y. Pour rembourser le capital d'un prêt, mais aussi les intérêts, il faut qu'il y ait toujours plus d'argent en circulation dans le système. Ça crée un besoin constant, perpétuel, de croissance économique. Pas forcément pour améliorer les choses, non. Juste pour que le système en lui-même ne s'effondre pas. Et le résultat concret de tout ça, il est juste là, sous nos yeux. Ce graphique, il montre la masse monétaire M3 en Europe. En gros, c'est une façon assez large de mesurer tout l'argent en circulation. Et la courbe, elle est exponentielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la richesse réelle qui explose comme ça, c'est la quantité de monnaie dette, la quantité d'argent nécessaire juste pour que la machine continue de tourner. Bon, face à ce constat, le manifeste présente le Bitcoin comme une véritable alternative. Une solution qui n'est pas pensée d'en haut par une autorité, mais par ses utilisateurs, pour ses utilisateurs. Une monnaie vraiment conçue pour l'ère d'Internet, nativement numérique et surtout décentralisée. Là, l'image parle d'elle-même. C'est vraiment la différence fondamentale d'architecture. À gauche, on a le système classique, centralisé, en étoile. Tout passe par le centre. Et évidemment, si ce centre a un problème, s'il tombe, tout s'arrête. À droite, c'est un réseau de pair à pair. Il n'y a pas de centre. Chaque point est connecté aux autres. C'est beaucoup plus résilient. Et le point vraiment crucial à saisir, c'est que cette différence d'architecture, ce n'est pas juste un détail technique. Ça entraîne des philosophies complètement opposées. D'un côté, le système centralisé. Il est opaque, on ne voit pas ce qui s'y passe, il faut une permission pour y entrer, et il est hiérarchique. De l'autre, le système pair à pair. Il est transparent, tout est public, il est sans permission, n'importe qui peut participer. Et il est horizontal. Ah, et ça, c'est peut-être l'analogie la plus parlante de tout le manifeste. L'email nous a donné la liberté d'envoyer de l'information à n'importe qui, directement, sans passer par la poste et sans demander la permission. Eh bien, Bitcoin, c'est l'idée de faire exactement la même chose, mais pour la valeur. Envoyer de la valeur directement à quelqu'un sans passer par une banque. D'accord, mais alors, la grande question, c'est le comment. Comment un système pareil peut-il être sécurisé s'il n'y a pas de chef, pas d'autorité centrale? La réponse, elle tient en un mot, ou presque, un outil mathématique qui s'appelle la cryptographie. Le concept vraiment central, c'est celui de la signature numérique. Il faut voir ça comme l'équivalent de notre bonne vieille signature à la main, mais en version digitale. Elle sert à prouver 2 choses, et c'est très important. Premièrement, que le message vient bien de la bonne personne, et deuxièmement, qu'il n'a pas été trafiqué en cours de route.
Et tout ça, ça repose sur le principe qu'on voit ici. Imaginez que vous avez une clé secrète, la fameuse clé privée, que vous êtes la seule personne au monde à posséder. Cette clé secrète vous permet de créer une sorte de cadenas ouvert, la clé publique, que tout le monde peut voir. Et ce cadenas, à son tour, il génère une adresse, un peu comme un numéro de compte. La véritable magie mathématique, c'est que ce chemin est à sens unique. On ne peut absolument pas remonter de l'adresse au cadenas et encore moins du cadenas à la clé secrète. Le contrôle reste donc total et absolu pour la personne qui détient le secret. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Ça change tout. La sécurité ne repose plus sur la confiance qu'on place dans une institution, ni sur l'épaisseur des murs d'un coffre-fort. Non, elle repose sur la solidité de lois mathématiques, des lois que n'importe qui peut vérifier. Allez, pour conclure, prenons un peu de hauteur. Parce que ce manifeste, il ne voyait pas le Bitcoin comme une simple invention technique. Non, il le voyait vraiment comme une nouvelle étape, un nouveau chapitre dans la très très longue histoire de la monnaie. En fait, cette chronologie, elle permet de bien remettre les choses en perspective. On est passé des coquillages à des métaux précieux comme l'or, puis aux monnaies créées par les États, comme l'euro. À chaque fois, la question centrale, c'était celle de la confiance. Et Bitcoin, dans ce contexte, apparaît comme une proposition totalement nouvelle. Une monnaie numérique native, où la confiance ne repose plus sur une autorité centrale, mais sur autre chose. Et ça, c'est un point vraiment crucial du manifeste. La vision initiale, ce n'était pas de tout remplacer du jour au lendemain, de faire une révolution brutale. C'était plutôt de proposer une monnaie complémentaire, d'ajouter une option. L'idée, c'était d'introduire plus de diversité dans le paysage monétaire pour avoir un écosystème plus riche, plus résilient, où différentes formes de monnaie peuvent coexister. Et on va terminer sur cette question, une question qui était au cœur du manifeste en 2012 et qui franchement est peut-être encore plus pertinente aujourd'hui. Elle nous invite tous à réfléchir à ce qu'est la monnaie et à son avenir dans un monde qui, lui, a complètement changé. C'est sur cette grande réflexion qu'on va se quitter.